Voilà. Bonjour à tous et merci beaucoup Xavier pour l'introduction et pour l'invitation pour l'association Toutes choses égales par ailleurs. D'ailleurs c'est un très beau titre. Je suis très très heureux d'être ici, c'est vraiment gentil d'être venu pour m'écouter. Donc effectivement, moi je vais vous parler un petit peu de la question de la police. Comment est-ce qu'on peut faire une théorie, une réflexion sur l'ordre policier et la question policière. Et de quelle manière est-ce que si on fait une analyse lucide de la police, on peut se donner des instruments pour la combattre, pour la mettre en question et pour peut-être inventer d'autres modes de gestion de l'ordre politique et de l'ordre juridique. Et je reviendrai à la fin sur la problématique de l'abolition de la police, ou l'abolition même de la pénalité, qui est un des grands problèmes, notamment aux États-Unis, de ce qu'on appelle l'abolitionnisme pénal et carcéral, qui pour moi est un sujet vraiment très important. Alors la police, c'est vraiment un sujet très large, en fait, très 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 compliqué. Et c'est difficile, même en 40 minutes, 45 minutes, d'essayer de dire le maximum de choses pertinentes sur ce sujet. Alors j'ai décidé de faire une conférence un peu en donnant le maximum de choses, et puis chacun prendra ce qui l'intéresse. Et une très belle idée de Julian Assange, quand il publie tous les documents sur Wikileaks, c'est qu'il décide d'être contre la presse qui passe son temps à sélectionner les informations et à donner des informations aux nous en fonction de ce qui se représente comme étant l'intérêt du public. Et il dit, quand on fait ça, en fait, les journalistes, très souvent, ils préconstruisent ce qu'ils appellent le public ou l'intérêt du public, et alors que dans un monde pluriel, dans un monde divers, on ne sait pas d'avance ce qui va intéresser les gens, donc il faut tout publier, et puis chacun se saisira de ce qui est public pour ses petites luttes à soi. Donc c'est un peu mon objectif aujourd'hui, de donner le maximum de choses, et chacun d'entre vous, dans son secteur ou dans sa vie, se saisira de ce qui peut l'intéresser. Alors j'ai commencé en réfléchissant pour vous présenter que pour moi, la question de la police, elle est arrivée assez tard dans ma réflexion sur la théorie politique. La théorie politique, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis maintenant 2011 avec un livre sur Foucault et le néolibéralisme, la question néolibérale. Et j'avais toujours pensé qu'il fallait toujours un peu mettre de côté la question de la police pour faire une théorie un peu plus puissante de l'ordre juridique. Et notamment, j'avais publié en 2016 un livre qui s'appelle Juger, qui est un livre sur la question de l'état pénal, de la justice et des juges. Et je commençais ce livre en disant que très souvent, le pouvoir nous donne des pistes pour le critiquer qui peuvent faire déviation par rapport au centre. Et je remarquais que dans la critique radicale, qui est mon espace, ma pensée, il y a deux institutions que très souvent on met en question, qui vont être la prison, la question carcérale, la question des violences carcérales, la question de l'incarcération. Il y a beaucoup de mobilisations qui critiquent la prison, bien sûr, depuis généralement le Surveiller et punir de Foucault, que sans doute vous connaissez. Et puis évidemment la question policière, la question des violences policières, la question de l'ordre policier. Et que ces deux espèces d'instances qui occupent comme ça la critique radicale de l'appareil répressif d'État, quoi, en quelque sorte, elles restent un impensé par rapport au centre de la distribution des pouvoirs, qui sont les juges, qui sont la justice, puisqu'on oublie très souvent qu'une grande partie des actions que la police entreprend, ce sont des juges qui leur demandent de le faire, ou qui les couvrent, ou qui leur demandent d'aller perquisitionner, de mettre en prison des gens, et que par conséquent, ce qu'on appelle très souvent la police, ce sont des juges, en fait, qui demandent à la police d'agir, et que d'autre part, ou du droit en tout cas, et que d'autre part, s'il y a des gens en prison, c'est parce que des juges les mettent en prison, et que par conséquent, en fait, on ne peut pas critiquer la prison sans mettre en question les juges, puisqu'il n'y a pas de personne en prison s'il n'y a pas de juge qui décide d'incarcérer des gens, et que par conséquent, dans la critique pénale, enfin dans la critique de l'appareil répressif d'État, les juges sont un peu la boîte noire qui tiennent et la police et la prison, et on se concentre sur la police et la prison, et pas sur les juges qui sont au centre de l'appareil répressif d'État, de son fonctionnement, de son idéologie. Et donc je m'étais dit qu'il fallait faire une investigation du punitivisme des magistrats, de l'idée de jugement, de l'idée de répression, etc., à partir de la question des juges. C'est une question très importante, la question des juges et la question de la justice, parce que je remarque que très souvent on reproche à la police des choses qu'il faut en fait reprocher aux juges, et que la police peut être une forme de déviation par rapport à la question judiciaire. Très souvent, quand on parle notamment sur la question des gilets jaunes aujourd'hui, ou sur la question des pratiques policières dans les quartiers populaires, les morts, je vais y revenir bien sûr, les bavures, les violences, etc., on s'en prend aux non-lieux qui sont prononcés. On s'en prend aux acquittements, aux relax, on s'en prend à l'impunité policière, mais l'impunité policière, ce n'est pas la police, c'est les juges qui le font. C'est les juges d'instruction, c'est les procureurs, c'est les magistrats. Après tout, les policiers, c'est un corps très majoritairement fasciste. On sait que 50% des policiers votent Front National, ou adhèrent aux idées du Rassemblement National. Ils produisent leur légalité, leurs actions avec leur idéologie, après tout, comme tout le monde. Mais s'ils ne sont pas stoppés, ce n'est pas leur faute, c'est la faute des magistrats qui ne le font pas, ou des hommes politiques, ou des magistrats.
Et que donc, très souvent, en fait, ce qu'on appelle le problème de la police, c'est le problème de la justice. Et c'est le problème du suivisme des juges, des magistrats ou des politiques par rapport aux pratiques policières. Et c'est le fait que les juges d'instruction indépendants, les procureurs, les hommes politiques se mettent du côté de la police et pas du côté des citoyens et des victimes, j'y reviendrai. La deuxième raison pour laquelle j'ai été toujours un peu sceptique à poser la question de la police, c'est que il me semblait que la question de la répression policière est un piège dans lequel se mettent les mouvements radicaux. Et ça, on le voit depuis toujours, depuis les années 70, où très souvent les mouvements d'abord se développent pour un certain nombre de causes. Alors ça va être la cause de la justice sociale, contre l'impérialisme, comme la fraction armée rouge en Allemagne, des choses comme ça. Et que quand la répression policière tombe, ensuite le mouvement devient un mouvement contre la répression policière. Et il y a un biais à ce moment-là, et quelque chose auquel il faut beaucoup se méfier, et moi je me suis toujours demandé si ce n'était pas une stratégie implicite du pouvoir, qui est de réprimer un mouvement pour que le sujet devienne la police, pour qu'on ne parle plus du sujet de départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les Gilets jaunes, effectivement, la question de la police devient centrale, et on parle beaucoup moins de l'égalité, de la taxe sur le pétrole, de l'enclavement, de la misère, de la santé, etc. Et donc, il peut y avoir une manière par laquelle la police fait déviation par rapport aux enjeux de base pour lesquels on veut protester. Et il faut faire en sorte que la question policière ne devienne pas une déviation par rapport au sujet pour lequel on se bat, et que la police est quand même un sujet un peu secondaire par rapport aux enjeux centraux pour lesquels nous nous mobilisons. Il y a un très beau livre, je ne sais pas si vous connaissez, d'Aurélien Dubuisson, qui est un historien de Lille, sur Action directe, où il parle notamment des militants d'Action directe, donc, qui ont fait des attentats, qui ont fait des choses comme ça, donc dans la gauche radicale ou de la fraction armée rouge en Allemagne. Donc au début, pour lutter contre l'impérialisme, il y avait des attentats contre des banques, contre des trucs de l'OTAN, contre des grands patrons, etc. Ensuite, dans un deuxième temps, ils se font arrêter, et donc ensuite, après, la lutte devient une lutte contre la prison, libérer nos camarades, contre la police, et devient de moins en moins une lutte contre l'impérialisme, contre la banque, contre le capitalisme. Et donc, il peut y avoir une manière dont la police est une stratégie, la répression policière, une stratégie pour nous faire perdre notre énergie par rapport à ce pour quoi on lutte. Et il faut toujours se méfier. Quand la police devient le sujet, en gros, peut-être que le pouvoir est en train de nous embarquer sur quelque chose pour plus poser les questions de fond. Et la troisième raison qui, moi, m'a toujours mis un peu à l'écart par rapport à la question policière, et ça a été beaucoup lié à ma fréquentation amicale avec les militants autonomes antifascistes, c'est que dans le mouvement social, il existe une forme parfois de fétichisme de la police, c'est-à-dire de fétichisme de l'affrontement avec la police. Taper les policiers, faire reculer les policiers, brûler les voitures de flics, l'assentiment qu'on a fait la Révolution quand on a fait ça. Bon, alors moi je soutiens tout, mais, et je signe des textes en Libération, sur la loi du quai de Valmy, enfin tout, mais en même temps, je me demande si parfois il n'y a pas une forme d'obsession de la figure de l'affrontement avec la police, qui est une manière de confondre les fins et les moyens, quoi. Et dans les moments où on croit résister, donc on tape un flic ou tout ça, en fait tout ce qu'on fait c'est qu'on se livre à l'appareil répressif d'État, qu'on va en prison et qu'on change rien. Et est-ce que c'est si intéressant que ça de jeter un pavé sur un flic pour faire la révolution ou pour transformer l'ordre social, j'en suis pas sûr. Et donc je me méfiais beaucoup un peu d'une forme de fétichisation de l'affrontement avec la police comme moment clé de l'affrontement, et qui peut nous embarquer vers des pratiques sacrificielles du soi, où en fait on pense qu'on a été révolutionnaire parce qu'on va en prison, alors qu'en fait tout ce qu'on a fait c'est faire ce que le pouvoir attend, c'est-à-dire de nous exfiltrer du mouvement social et de nous neutraliser. Donc la façon dont la police fait une déviation par rapport à la question de la justice et de l'appareil répressif d'État, la manière dont la répression policière peut faire écran par rapport au fondement du mouvement social et le fétichisme de la police dans les mouvements un peu radicaux, me conduisait à penser qu'il fallait un peu moins parler de la police, qu'il fallait un peu ne pas faire de la police un sujet central. Et puis est arrivé, comme tu l'as dit Xavier, l'affaire Adama, l'affaire Traoré. En fait, comme je dis toujours, il n'y a pas d'affaire Adama. Il y a une affaire des gendarmes de Beaumont, hein. Il y a une affaire de la police et de la gendarmerie qui tuent régulièrement des jeunes garçons noirs et arabes. Il n'y a pas d'affaire Malik Oussekine, il y a une affaire des voltigeurs. Hein. Il faut toujours bien nommer les coupables et pas les victimes comme étant les gens qui ont une affaire à régler. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une affaire qui, pour moi, je me suis beaucoup consacré ces derniers temps. C'est en juillet 2016 où Adama Traoré est un jeune garçon, c'est le jour de son anniversaire, il a 24 ans ce jour-là. Il marche dans la rue, dans sa ville, il est en bob, il a un vélo, etc. Et puis, des gendarmes se mettent en tête de contrôler son... Enfin, même pas, il voit un contrôle d'identité se mettre en place. Donc lui, comme il n'a pas sa carte d'identité, qui sait que quand vous êtes noir et que quand vous n'avez pas votre carte d'identité, ben vous allez en garde à vue, part.
il part en courant, il se dit je ne vais pas passer mon anniversaire en garde à vue, donc il part. Donc les gendarmes, bêtement, se mettent en tête de lui courir après. Moi je dis toujours, la question qu'on pose c'est pourquoi les jeunes garçons courent quand ils voient la police arriver. Alors que la question qu'il faut poser c'est pourquoi la police court après. C'est-à-dire pourquoi est-ce que la police voit un jeune garçon noir et arabe en fuite comme un corps à attraper, comme un corps à s'approprier, comme un corps dangereux, comme un corps qui ne peut pas ne pas échapper à l'État. Donc ça il y a l'inconscient racial très important sur lequel on pourra revenir. Il lui court après, il l'attrape, il l'étouffe à 3 en lui appliquant le plaquage ventral, donc il prend 250 kg sur lui, il surine dessus, il perd connaissance, il dit je ne me sens pas bien, etc. Les gendarmes à Beaumont, pour ceux qui sont allés, ou à Persan, il y a un hôpital public et il y a le commissariat, sont juste à côté. Les gendarmes ne l'emmènent pas à l'hôpital, mais l'emmènent dans la cour de la gendarmerie. Ce jour-là, il fait 37 degrés, ce jour-là, c'est la canicule, il le laisse face contre terre, menotté, inconscient pendant plusieurs heures, comme dit Assa Traoré, comme un chien. Elle dit, et encore, même un chien, un maître prend attention à sa santé. Et il meurt là, le jour de ses 24 ans. Ça produit des révoltes très intenses, ça produit le mouvement qu'on connaît, ça produit Assa Traoré, etc. Et ce qui était très important pour moi, c'est que moi j'étais en train de finir mon livre sur la justice, de faire un livre sur la question politique, qui a donné le dernier livre, La conscience politique, qui vient de paraître. Et j'investis beaucoup sur la question de la démocratie. Qu'est-ce qu'on vit en démocratie? Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Comment fonctionnent les institutions? Et quand on s'intéresse aux affaires où la police est en cause, ça vous le savez si vous avez lu des affaires sur les Gilets jaunes, vous constatez que les institutions fonctionnent de manière inverse à ce qu'elles sont censées faire. C'est que tout d'un coup, tout change. Vous avez par exemple, dans une scène comme ça, des gens qui ont tué quelqu'un d'autre. Vous avez des gendarmes qui ont tué un jeune garçon. Normalement, dans les affaires de justice, quand il y a un mort, le procureur est chargé de représenter les victimes. Or là, le procureur va se mettre au service des coupables. Va se mettre à mentir, va se mettre à protéger, va se mettre à dire son soutien aux gendarmes. Donc il va faire quelque chose qui est inverse par rapport à sa fonction. Vous avez les juges qui ne vont pas du tout chercher la vérité, mais qui vont créer des mensonges d'État sur la nature de la mort d'Adama en disant qu'il est mort de drépanocytose, qu'il s'est autodétruit à cause d'une maladie qu'il portait en lui, ce que tous les experts sérieux démentent. Vous avez le ministre socialiste qui va soutenir les gendarmes et qui va même décorer les gendarmes. C'est rare quand quelqu'un tue quelqu'un qu'un ministre socialiste se mette du côté des coupables et du côté de la victime. Même pas un mot pour les victimes. Assa Traoré n'a jamais été reçu par un ministre. Bruno Le Roux, la première fois qu'il est nommé ministre de l'Intérieur sous Hollande, sa première visite, c'est au commissariat des gendarmes qui ont tué Adama. Vous avez des dénis d'accès au droit. Le comité Adama veut rentrer dans la mairie de Beaumont pour assister au conseil municipal, on les interdit, on les gaze. On met 2 frères d'Adama en prison pour outrage et rébellion, ils prennent 6 et 8 mois. Voilà. Bon. Donc c'est comme l'espèce de moment, quand les policiers sont en jeu, dans lequel tout d'un coup, les institutions, c'est comme si la logique normale des institutions était suspendue et fonctionnait de manière inverse à ce que la théorie de la démocratie ou la théorie politique dit. À partir de ce moment-là, l'une des questions qui s'est posée pour moi, c'est de me demander est-ce que la question de la police, la question de la gendarmerie, la question des forces de l'ordre, ne pouvait pas être considérée comme une forme de révélateur de la vérité de nos sociétés politiques. C'est-à-dire d'aller voir comment fonctionne la police, comment fonctionne la gendarmerie, comment fonctionnent les institutions dans leur rapport à la police et à la gendarmerie, comme une forme d'investigation de la vérité de nos sociétés politiques, en rompant avec les mythes de la théorie politique et de la science politique. Donc effectivement, quand vous faites de la science politique, quand vous faites de la théorie, vous avez Habermas, vous avez Rawls, vous avez des sociologues, vous avez Weber, qui vont vous raconter comment fonctionne le droit, et puis vous avez la vérité du fonctionnement des institutions, et dès que vous voyez la vérité, vous voyez que toute la théorie est démentie. Toute la théorie n'a aucun sens. Donc c'est-à-dire que la théorie est mystificatrice, en fait, et mensongère, et qu'il y a plus de vérité dans ce que dit Assa Traoré sur l'État que ce que dit Max Weber ou Habermas, ou John Rawls. Et donc, dans quelle mesure est-ce que la police n'est pas un lieu qui permet de comprendre la vérité de notre condition politique et de comment fonctionnent nos sociétés politiques. C'est à ce moment-là que moi j'ai décidé de placer, notamment dans la conscience politique, l'action de la police comme étant au centre d'une réflexion sur l'État, la loi, l'idée démocratique que moi je récuse maintenant totalement. Et je me suis rendu compte en investiguant ça qu'il y avait une forme de paradoxe dans la pensée politique, dans notre pensée politique, celle qu'on nous enseigne au lycée, celle que nous enseignons à la fac ou dans la Sciences Po, peu importe, c'est que, normalement, depuis Kant, comme vous le savez, la loi est toujours définie par sa capacité à contraindre. C'est-à-dire, on appellera loi
un décret qui est capable de contrainte, de faire peser la contrainte pour être obéi, sinon c'est pas de la loi. Si moi je dis que je fais une loi mais j'ai pas de police pour l'appliquer, c'est pas de la loi. Donc qui dit loi suppose la contrainte. Et paradoxalement, chez la plupart des grands théoriciens politiques, et je pense que dans vos études ça a dû vous marquer, on ne parle jamais de la police. Chez Kant, chez Habermas, chez Rawls, chez Hannah Arendt, c'est un petit peu différent mais pas tellement. Vous n'avez pas de théorie de la police. Parfois même le mot police n'est pas prononcé, chez John Rawls, etc. Alors que ça n'a aucun sens de penser la politique sans penser la condition d'un ordre juridique effectif qui est l'application par la police. Et donc il y a une espèce de point noir de la théorie politique qui est de faire l'économie d'une théorie de la police qui est pourtant la condition d'existence d'un ordre politique. La police, c'est d'autant plus un enjeu majeur que, normalement, je ne sais pas si vous avez des cours sur le totalitarisme ou sur l'autoritarisme, etc., mais dès qu'on veut définir la différence entre ce qu'on appelle un état de droit et ce qu'on appelle un état policier, c'est toujours défini dans l'histoire politique par le statut de la police. C'est-à-dire, en gros, dès que vous voulez savoir si un état autoritaire se met en place, la question que posent les théoriciens du droit, notamment, c'est est-ce que la police est autonome par rapport au juge? Et est-ce que la police peut corriger les décisions de justice? À partir du moment où vous avez une police qui n'est plus contrôlée par les juges et qui peut maintenir en détention des gens sans passer par un ordre juridique indépendant, on appelle ça état policier. C'est comme ça que naît le nazisme, c'est comme ça que naît l'autoritarisme, c'est comme ça que se définit Vichy, c'est l'autonomie de la police. Donc paradoxalement, les théoriciens de la démocratie ont toujours dit que ce qui définissait la singularité de la démocratie par rapport à l'autorité, c'était le statut de la police, c'était le fonctionnement de la police, et pourtant ils ne parlent jamais de la police. Donc ce qui veut dire que, selon moi, si ces gens veulent mettre à distance la police, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un nœud là qui va casser toute leur construction, qui en quelque sorte est une forme de sujet où si vous l'abordez, vous êtes obligé de tout repenser, et donc ils le maintiennent à distance pour ne pas avoir à dire la vérité de leurs conditions politiques. Et c'est un peu un lieu où se dissolvent les mythes de la théorie du pouvoir et de la théorie politique, donc c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Je dis tout de suite une parenthèse parce que je ne sais pas si je le dirais, mais le fait que quand la police est impliquée, les juges, les États suspendent le droit en quelque sorte et font toujours privilégier la police ou la gendarmerie sur le respect normal des procédures, à mon avis, ce que ça montre, c'est que la police elle est construite par les dirigeants comme étant hors droit, comme quelque chose qui ne doit pas être pris en charge par le droit, qui doit échapper au droit. Ça veut dire qu'ils savent eux-mêmes en fait que la police, c'est pas du tout quelque chose qui est dans l'état de droit, quelque chose qui soutient l'édifice du droit, quelque chose qui soutient l'État et qui doit se situer en dehors de droit, ce qui veut dire, selon moi, que les dominants savent qu'un ordre juridique ne se maintient que par la répression, que la police soutient la possibilité du gouvernement de se maintenir, et que donc c'est la preuve que, contrairement à ce que dit souvent la théorie politique, le fondement des États démocratiques n'est pas le consentement, n'est pas le contrat social, n'est pas la légitimité du pouvoir, c'est son habilité à contraindre par la force, quoi. Et que ça rompt en fait avec toutes les théories de la légitimité, depuis les évidences de légitimité chez Weber jusqu'à la théorie délibérative chez Habermas. Alors, pour aborder la question policière, comme l'a dit Xavier, donc je vais prendre 3 axes pour vous présenter rapidement et pas être trop long, parce que même si on aime bien les gens, c'est chiant d'être assis et écouter quelqu'un, surtout en fin de journée. Je parlais de la question de la police dans son rapport à l'ordre racial, et de la police par rapport à la question du droit, et puis je parlais de la question de la répression des gilets jaunes, pour terminer. Mais juste avant, je voudrais juste préciser effectivement ce qu'a dit Xavier sur le fait que, à mon avis, pour aborder la police, il faut rompre avec l'idée de violence policière. Que c'est la condition de possibilité de penser la police, c'est de rompre avec la catégorie de violence policière. Toujours dans le monde social, je ferai un petit exemple sur la question du contrôle au faciès, mais toujours dans le monde social, le pouvoir ou le système nous donne des catégories pour critiquer le présent, qui sont très souvent des manières en fait, de encore faire fonctionner le pouvoir dans le moment où on croit le mettre en question. Et qu'il faut toujours être très très critique par rapport au langage, parce que nous sommes tous très souvent victimes d'incorporation d'idéologies malgré nous, qui fait que nous croyons critiquer dans le moment même où nous ratifions l'essentiel. Ce que j'appelle dans un de mes livres les critiques fonctionnelles. C'est-à-dire les critiques qui font fonctionner ce qu'elles croient critiquer. La catégorie de violence policière, elle est utilisée toujours en permanence sur les gilets jaunes, sur les pratiques policières dans les quartiers populaires, les bavures, etc. Or, en tant que telle, la catégorie de violence policière, c'est une catégorie qui n'a aucun sens, puisque par définition, la police est violente. La fonction, enfin l'idée même de police est liée à l'idée de violence.
C'est-à-dire que tout ce que fait la police, c'est par définition violent. Quand vous mettez quelqu'un en garde à vue, quand vous faites un contrôle d'identité, quand vous perquisitionnez chez un dealer à 6 h du matin, que vous guettez sa porte, que vous le menotez tout nu, que vous défaussez son appartement, tout est violent, c'est violent. Donc l'idée de police, c'est égal à l'idée de violence. Qui dit police dit violence. Et de ce point de vue-là, la notion de violence policière, elle est tautologique. C'est-à-dire que soit vous dites il n'y a que des violences policières, soit vous dites comme Macron, il n'y a pas de violence policière parce que police égale violence. Quand, je prends un exemple caricatural exprès, mais quand la police tue les frères Kouachi, voilà, c'est de la violence. Bon, mais personne n'a dit violence policière. Donc, pourtant, ils ont assassiné des personnes légitimement. Enfin, je pense que personne ici n'était à peu près hostile à cette action-là, mais enfin, c'était de la violence. Donc, ça montre bien que quand on critique la violence policière, en fait, on ne critique pas la violence policière, on critique autre chose. Je prends aussi, par exemple, très souvent l'exemple de l'agression sexuelle de Théo. Vous vous souvenez que Théo, c'est un garçon à Aulnay, qui vraiment, alors, franchement, c'est une scène complètement folle, que vous avez vu la vidéo peut-être. C'est des copains, ils sont en train de parler au bas de leur immeuble, il ne se passe rien. Très souvent, d'ailleurs, dans les quartiers populaires, la police arrive alors qu'il ne se passe rien, et c'est la police qui produit la violence, et pas la police qui vient interrompre un cycle de violence. Tout d'un coup, la police se met à vouloir contrôler, la BST, la brigade spécialisée de terrain, se met à vouloir contrôler tout le monde, mais les garçons contre le mur, loin d'une caméra de surveillance, quand on ne peut pas les filmer, les tutoie, les brutalise, les fouille, les tripote un peu avec des jeux d'intimidation sexuelle très connus dans ces quartiers-là. Tout d'un coup, Théo, etc., ça dégénère un peu, il est plaqué, un brigadier sort sa matraque et lui rentre dans l'anus. Et aujourd'hui, Théo, il est mutilé, une poche, à vie sans doute. Et voilà. On a parlé de violence policière que parce qu'il y avait eu cet acte en plus, qui était l'acte de pénétration de son anus et de sa déchirure anale. Mais en fait, toute la scène est violente. La prise de corps, la fouille, le tutoiement, la brutalité contre le mur, etc. Et donc, ça montre que la catégorie de violence policière, en vérité, elle découpe dans une séquence qui est entièrement violente un petit moment qu'elle appelle violente, ce qui veut dire qu'en fait, elle nous habitue à déviolentiser les pratiques ordinaires de la police. Elle contribue à faire que nous ne percevons pas comme violent l'activité ordinaire, régulière, quotidienne de la police, et donc c'est une catégorie dont on avait dit qu'elle était complice de l'ordre policier, parce que d'une certaine manière, elle déviolentise et elle déscandalise l'ensemble des pratiques de la police qui sont par essence des pratiques violentes. C'est pas parce qu'une pratique est légale qu'elle n'est pas violente. C'est pas parce qu'une pratique n'est pas légitime qu'elle n'est pas violente. Elle est par essence violente, et donc il faut substituer, selon moi, à la notion de violence policière, la notion d'ordre policier. Il y a des pratiques policières, il y a un ordre policier qui est par essence violent, et il faut en investiguer l'origine, les effets de pouvoir, de subjectivation, etc. Et la catégorie de violence policière est une catégorie qui est inadéquate pour penser la réalité de la police. Il y a une définition qui est très belle dans la théorie du droit, qui est de la police, qui dit la police, c'est l'institution qui a le droit de faire ce qui nous est interdit. En fait, il est interdit de voler. Non, il n'est pas interdit à la police de rentrer chez vous et de vous prendre des trucs. Il est interdit de séquestrer. Il n'est pas interdit à la police de vous prendre et de vous mettre en garde à vue. Il est interdit de tuer. Il n'est pas interdit à la police de tuer. Et donc en fait, la police, c'est l'instance qui a le droit de faire ce qui est illégal pour les autres. En fait, la seule définition rigoureuse de la police, c'est l'instance qui a le droit de faire ce que les autres n'ont pas le droit de faire. Voilà. La police a le droit de taper, vous n'avez pas le droit de taper, etc. Alors, quand on veut analyser l'absence de la police dans la théorie politique, dans la sociologie générale, à l'école, je ne sais pas si vous avez beaucoup de cours sur la police ici, sur l'action de droit policier, je ne suis pas sûr. L'une des raisons qui explique la minorisation du sujet de la police dans les sphères de la production culturelle générale, notamment universitaire et intellectuelle, à mon avis, c'est parce que précisément le recrutement social et racial des individus qui occupent des positions dans le champ de la production culturelle sont des individus qui ne sont pas concernés par la police comme structurant leur vie, puisque l'un des principes de la police, en fait, moi c'est la première chose dont je voudrais vous parler, c'est la production d'un ordre socio-racial qui vise à l'élimination systématique, notamment des jeunes garçons noirs et arabes. Très souvent, à la gauche, vous le savez, maintenant c'est un peu passéiste, mais
On a défini l'économie comme étant le lieu central de la production des subjectivités, de la production des inégalités, de la production des enjeux centraux pour une société. Alors, à bien des égards, et pour beaucoup de gens, le lieu essentiel du pouvoir qui est se concentrer pour eux, c'est la question policière. C'est la question de la rapport à la police, et notamment pour les jeunes garçons des quartiers populaires, ils vont tous vous dire quand ils ont un problème, c'est la police. La question policière est une question obsessionnelle, une question tout à fait centrale, qui définit le rapport au monde, qui définit le rapport à soi, qui définit le rapport au pouvoir, qui définit le problème essentiel. Et donc il existe tout un ensemble de gens pour qui la question centrale de leur subjectivation, c'est le rapport à l'ordre policier. J'avais dit dans un entretien une fois que la police est pour ces jeunes garçons l'équivalent de l'usine pour les ouvriers blancs. C'est-à-dire le cadre de socialisation, le cadre du pouvoir, et que de la même manière que le Parti communiste s'était construit sur la question de l'usine, ben, il faudrait un parti qui se construirait sur la question de la police pour renvoyer à ce type de subjectivation. C'est très compliqué de saisir ce que c'est qu'un ordre psychique qui est produit par l'existence de la police pour des gens, surtout quand on n'est pas soi-même touché. Moi, par exemple, j'ai pas peur de la police. Même je pense qu'elle me protégerait si je l'appelais, et moi je pense pas que je serais mutilé par la police, vraiment je le pense pas. Mais il y a des gens pour qui c'est pas du tout le cas. Comme vous le savez, quand on parle de la police, il faut regarder une chose très importante, c'est qui meurt entre les mains de la police, qui est tué par la police. Alors en France, il n'existe pas de comptabilité officielle des morts entre les mains de la police, contrairement aux États-Unis. Le fait que ça existe aux États-Unis est intéressant parce que ça montre que c'est pas parce qu'un sujet est public et connu que ça change. Parce qu'il est connu, le chiffre aux États-Unis, ça prend 1000 par an, il est public, mais ça ne s'est pas du tout amélioré. Il ne faut pas toujours croire que parce que quelque chose devient compté officiellement, que les institutions veulent que ça change. Bien. En France, c'est des instituts indépendants, des militants qui font le travail. En gros, on estime entre 10 et 15 par an le nombre de morts entre les mains de la police. Donc un par mois, en gros. Et à chaque fois, c'est simple, c'est toujours des jeunes garçons noirs et arabes. Toujours, 95% des cas. De deux manières, soit directement par des techniques d'interpellation brutales, comme le plaquage ventral pour Adama, comme le pliage pour Al-Ziri, soit par la fuite, c'est-à-dire que la police vous pourchasse et vous pousse à vous éliminer tout seul, en fait, comme Adam et Fatih à Grenoble, la course-poursuite, quoi, très récemment, ou Selom et Matisse à Fille, etc., les garçons de 18 ans, voilà, des choses comme ça. Donc il y a une production régulière de la mise à mort par la police de jeunes garçons noirs et arabes, Malik Oussekine, Ziad Ebouna, etc. Et ce qui est très important, c'est que si vous avez fait études de sociologie, vous savez que si c'était un accident, ce serait aléatoire. C'est-à-dire que vous auriez de temps en temps des femmes, de temps en temps des hommes, de temps en temps des jeunes, de temps en temps des vieux, de temps en temps des blancs, de temps en temps des noirs, etc. Ça tomberait sur les gens, ce serait pas de chance, etc. Ça arriverait. Mais comme c'est régulièrement, depuis 50 ans, toujours les mêmes, qui meurent dans les mêmes conditions par la police, ça montre que c'est un fait sociopolitique, régulier, inscrit dans les pratiques ordinaires et les inconscients de la police, et qui donc relève d'une théorie politique et d'une théorie sociologique, et pas d'une succession d'accidents qu'on pourrait isoler. Donc ce n'est pas des faits divers, hein, c'est une structure de la mise à mort qui s'accomplit régulièrement sur les jeunes garçons noirs et arabes. Ces morts, elles s'accompagnent aussi de systèmes de contrôle permanent. Les contrôles d'identité, par exemple, c'est connu, visent de manière extravagante les jeunes garçons noirs et arabes. Le défenseur des droits publiait une statistique qui montrait que 80% des jeunes garçons noirs et arabes disaient avaient été contrôlés au moins une fois dans l'année, alors c'était seulement 15% des jeunes blancs. Les contrôles d'identité, c'est jamais les contrôles d'identité. Les contrôles d'identité, c'est le tutoiement, c'est l'humiliation, c'est sur le chemin du RER, sur le chemin de l'école, c'est souvent pousser les gens à bout jusqu'à faire le petit geste de trop qui permet de faire un outrage, qui permet de faire basculer la personne dans l'état pénal, qui permet aux flics de se prendre 500 €, qui permet de vous déscolariser, j'y reviendrai. Mais donc c'est un système comme ça de présence permanente de l'ordre policier dans vos vies, qui produit ce que Assa Traoré dit dans notre livre, un système d'asphyxie, qui produit que les jeunes garçons se sentent asphyxiés par une présence policière continuelle, de surveillance, de contrôle, pourquoi tu es là, qui tu es, montre-moi tes papiers, je te fouille, etc. Le fait que quand vous êtes un jeune garçon noir et arabe, vous ayez la connaissance du fait que vous avez Adama Traoré qui est mort, que vous avez Ziad Ebouna qui est mort, que même ces gens en parlent comme leur mort. Le fait que vous savez que vous, vos frères, si vous sortez dans le RER en jogging, vous allez vous faire contrôler 1, 2, 3 fois, interpeller,
fouiller le sac, mal parler par la BAC, la DST, etc. Ça produit ce qu'on appelle avec ça une précarisation du rapport à l'espace public. Et ça veut dire que la police, en fait, engendre, dans les subjectivités en France, une coupure en deux du monde, entre les individus comme moi, blancs, bourgeois, etc., pour qui sortir dans la rue est évident et naturel, je me sens normalement, je ne sais pas, c'est sain, c'est bien, c'est normal, etc. Et ceux pour qui, au contraire, le rapport au dehors est médié par la peur du contrôle policier et l'anticipation de le contrôle policier. C'est-à-dire que ça produit une forme d'illégitimité pratique à la présence chez soi, à la présence sur son territoire, et à l'exposition potentielle à la mort. Parce que la mort, elle arrive comme ça dans les quartiers. Un jour, c'est contrôlé, ça dégénère, boum, plaque ventrale, boum, vous mourrez. Et ça arrive une fois par mois. Donc c'est pas abstrait, ça arrive tout le temps. Ça veut dire que la police produit une distribution. Quand tu disais, par exemple, on n'est pas forcément. Il y a des gens qui ont été pas concernés, forcément pas. En fait, on est concerné, mais de deux manières. Il y a la police qui accorde à certains le privilège de se sentir légitime chez eux. Et là, donc, on est concerné par la police, mais positivement, qui soutient notre existence. Et d'autres, dont la police renvoie à une forme d'illégitimité pratique, à une forme de terreur même, à une forme d'anticipation de la terreur, et qui, par conséquent, distribue deux êtres au monde. Et vous ne pouvez pas comprendre la société française si vous ne comprenez pas qu'il y a deux manières d'être au monde, deux manières de circuler dans l'espace public. Dans le livre avec Assa, je dis en fait, il y a des individus, par exemple comme moi, où je peux me déplacer dans l'espace public et parfois être contrôlé. Et puis, donc ça veut dire que la contrôle arrive après le déplacement, et pour plein de garçons des minorités noires, arabes, les roms, etc., en fait, c'est la possibilité de circuler qui présuppose l'absence de contrôle. Donc en fait, le contrôle précède la liberté. Vous pouvez être libre à être contrôlé comme moi, ou alors vous êtes contrôlé et parfois laissé libre si vous rencontrez pas de flic sur votre trajet. Et ça, c'est deux rapports au monde différents. C'est des êtres au monde différents, c'est des habitus différents qui sont produits, donc des classes, donc des groupes, au sens sociologique. Vous avez un très très beau texte que je cite souvent, qui est d'un écrivain noir américain, qui s'appelle Garnet Cadogan. Pour ceux qui n'ont pas lu, c'est en accès libre sur le site du Monde, ça s'appelle Être noir, c'est être louche. Où il dit, lui il adore marcher, il venait de, je sais pas, il venait de la Jamaïque ou je sais pas, et puis il allait aux États-Unis et il était un milieu plutôt bourgeois, il allait faire des études à la fac, et ses parents lui ont dit fais attention, c'est dangereux les États-Unis, il y a plein de gens qui traînent et tout, il y a des gangs et tout, alors fais attention. Et puis il dit dans le texte, je me suis pas rendu compte qu'en fait c'est moi qui allais être la personne dangereuse. C'est pas moi qui vais avoir peur, c'est moi qui vais faire peur. Si je marchais dans la rue, bah, c'est connu, bah, les gens traversaient. Quand vous êtes un noir aux États-Unis, si vous marchez un peu tard avec un hoodie, bah, les gens traversent. Mais il dit plus que ça, il dit, je me suis rendu compte, il dit la première fois de ma vie que j'ai couru pour attraper un métro, je me suis fait attraper par 4 flics et tabasser. Comme si j'étais en train de fuir une scène de crime. J'étais habillé en hoodie, il dit depuis ce jour-là, par contre, je ne peux plus m'habiller en vêtements de survêt, parce que je sais que je serai contrôlé à chaque fois. Donc je suis privé de ce petit plaisir de m'habiller casual, quoi. Donc c'est vestes, c'est cravates, c'est tennis de ville en permanence. Il dit, quand vous êtes un noir aux États-Unis, vous ne pouvez pas circuler dans l'espace public de manière simple. Vous ne pouvez pas marcher. Et le plaisir du flâneur vous est interdit. Il dit, si vous marchez trop lentement, la police va vous arrêter parce qu'elle pense que vous guettez une scène de cambriolage, que vous êtes en train de faire des repérages. Si vous marchez trop vite, vous êtes en train de fuir un cambriolage. Si vous êtes assis à un banc, vous êtes en train de dealer. Si vous êtes debout à un coin de rue, vous êtes en train de surveiller vos prostituées parce que vous êtes un arnaque, etc. Et en fait, vous êtes en permanence susceptible d'être arrêté parce que la police voit tout ce que vous faites comme suspect. Trop vite, trop lent, à l'arrêt, assis, debout, tout est suspect. Et donc, vous êtes paralysé dans l'espace public. Vous ne pouvez pas vivre dans l'espace public. Et donc, il y a cette forme de... C'est très compliqué de faire comprendre ce que c'est qu'une angoisse psychique liée à l'anticipation d'un pouvoir. Mais c'est très réel. Je pense que pour les gays, par exemple, l'accent du placard, c'est quelque chose de très très identique. C'est tellement puissant ça que ça veut dire qu'un blanc contrôlé par la police, par exemple, ça peut arriver, sera peut-être moins déterminé dans sa vie par la police qu'un noir qui ne serait jamais contrôlé par la police. Parce que par exemple, un noir peut être jamais contrôlé par la police, mais parce que précisément, il a toujours fait attention à comment il s'habille, à quelle heure il sort, quelle heure il prend, est-ce qu'il sort de chez lui tout simplement. Et donc, il peut ne jamais être contrôlé, mais avoir toute la vie qui est liée à l'anticipation de la police, alors qu'un blanc peut être contrôlé, mais que ce soit juste un accident dans sa vie, il repartir normalement. Et donc, c'est même pas quantitativement que ça se joue, ça se joue psychiquement. Et c'est pour ça que même la statistique des contrôles des jeunes
noirs ou des jeunes arabes par la police, elle peut être un indicateur qu'ils se cachent, pas forcément qu'ils sont moins contrôlés, mais qu'ils se cachent plus. Il y a eu des statistiques pareilles sur les agressions homophobes à Marseille. Les gens disaient c'est bien, ça a baissé. Et moi je disais mais peut-être pas que ça a baissé parce qu'il y a moins d'homophobie, mais parce que les gays s'embrassent pas dans la rue, parce qu'ils ne se tiennent pas par la main, parce qu'ils évitent certains quartiers. Ça peut être lié à l'anticipation de l'agression, et pas nécessairement la diminution de l'homophobie. Donc c'est un peu la même chose. Il y a des très très beaux travaux, par exemple, sur la... C'est très compliqué de comprendre comment la police change la vie des gens. Il y a des textes sur le rapport entre police et enfance, être un enfant, qui disent que, par exemple, c'est des études américaines, dans toutes les grandes études sur ça aux États-Unis, qui disent que la police va commencer à traiter comme adultes les jeunes garçons noirs à partir de 9-10 ans. Leur parler mal, les contrôler, les envoyer au poste, etc. Alors que pour les blancs, ça va commencer à 13-14 ans. Et donc ils disent qu'en fait, ça force les jeunes garçons noirs à se subjectiver comme adultes, à avoir des réflexes d'adultes dès 9 ans, dès 10 ans, alors que pour les jeunes blancs, ça va être à 13-14 ans, ce qui montre qu'il y a comme une espèce de temps d'enfance qui est volé par la police aux jeunes personnes, aux jeunes non-blancs, de l'ordre de 3-4 ans. Et ça, c'est inestimable. Qu'est-ce que ça veut dire de perdre 3 ans d'enfance, 3 ans de jeunesse? C'est quelque chose totalement qu'on n'arrive pas à quantitatiser, quoi, mais qui est réel pour comprendre une subjectivité pratique. Voilà. Donc d'abord, si on veut comprendre l'organisation des subjectivités contemporaines, la question policière, elle est centrale de ce point de vue. Et une théorie sociale qui n'est pas une théorie de la police, elle fait l'impasse sur une coupure totale dans le monde social. C'est la raison pour laquelle, par exemple, moi je me méfie de la rhétorique des contrôles aux faciès, dont je viens de parler sur la question des contrôles d'identité. Alors c'est vrai qu'il y a des contrôles aux faciès, c'est-à-dire que les jeunes garçons noirs et arabes sont soumis à un contrôle policier beaucoup plus puissant, beaucoup plus intense que les jeunes blancs. Le problème, c'est que si on dit que c'est de la discrimination, si on dit que c'est des contrôles aux faciès, là aussi c'est une critique qui est problématique parce que ça veut dire qu'on n'aurait plus rien à dire si les blancs et les noirs étaient contrôlés pareil. C'est-à-dire qu'on fait reposer la critique sur l'idée d'égalité, être contrôlé par la police, qui serait normal, et on se plaint seulement de la différence dans le contrôle et pas sur l'idée de contrôle en tant que telle. Et moi je pense qu'il faut attaquer l'idée de contrôle d'identité en tant que telle comme manière dont l'État nous dit « tu m'appartiens ». J'ai le droit de te demander qui tu es, j'ai le droit de savoir pourquoi tu circules dans l'espace public, alors que si l'État est à notre service, en démocratie, bah, c'est à lui de réagir à nous et pas à nous d'obéir à ces demandes. Mais plus que ça, la question de contrôler aux faciès, elle fait comme si c'était un dysfonctionnement de la police. De contrôler plus les noirs, les arabes que les blancs. Alors en fait, c'est pas un dysfonctionnement, c'est la fonction de la police. Ce que la théorie critique depuis Bourdieu, Foucault, nous a appris, c'est que quand vous avez un dysfonctionnement permanent d'une institution, c'est-à-dire qu'une institution s'écarte de son idée de manière régulière, ça veut dire que l'écart à son idée, c'est pas un dysfonctionnement, c'est la révélation de sa vérité. Par exemple, le fait que les enfants des classes populaires soient exclus de l'école, ce n'est pas un dysfonctionnement de l'école. C'est parce que, comme dit Bourdieu, c'est la fonction de l'école d'éliminer les ouvriers du système scolaire et de maintenir possible la reproduction sociale. Quand Foucault dit la prison produit de la récidive, Foucault va dire que ce n'est pas un échec de la prison, c'est parce que c'est le but de la prison de produire un milieu délinquant et de contrôler les inégalismes populaires pour éviter une petite révolte dans les quartiers. De la même manière, le contrôle aux faciès n'est pas un dysfonctionnement de la police, c'est la fonction de la police de soumettre les jeunes garçons noirs et arabes à une précarisation de leur espace, leur rapport à l'espace public, de les assigner à résidence. Et c'est pour ça que moi je dis qu'en fait ça montre que la fonction contemporaine de la police c'est de maintenir une suprématie blanche sur l'espace public. C'est-à-dire une forme de suprématisme blanc pratique dans les pratiques policières qui vise à créer une forme de suprématie de la légitimité blanche de la présence de l'espace public par rapport à la présence noire et arabe. Voilà, comme ça c'est dit. La police, j'ai parlé de l'élimination physique des jeunes garçons noirs et arabes par la police régulière. Mais moi, je pense vraiment de plus en plus que la police a une fonction systématique d'élimination d'un certain nombre de groupes de l'espace social et légitime. Que cette élimination, elle prend parfois la forme de la mise à mort, mais qu'elle prend aussi très souvent la forme de l'élimination du système scolaire et de l'incarcération massive des jeunes garçons noirs et arabes dans le système pénal, dans la prison. On peut éliminer des gens en les tuant, on peut les éliminer en les tuant socialement, en les mettant en prison. Comme vous le savez, Didier Fassin l'a montré dans un livre que je critique beaucoup, mais qui a des choses intéressantes, sur la prison qui s'appelle L'ombre du monde.
Il a fait des statistiques sur la présence de minorités dans les prisons. Il est arrivé à une statistique qui est contestée par personne, qui est en France, entre 60 et 65% des gens en prison sont noirs et arabes. C'est plus qu'aux États-Unis. C'est plus qu'en Angleterre. Si vous prenez tous les non-blancs, vous arrivez à 73%. Si vous prenez les Roms, etc. Donc ça veut dire que vous avez une surreprésentation, c'est plus qu'une surreprésentation, c'est carrément une incarcération de masse en France des jeunes garçons noirs et arabes et Roms par opposition aux blancs. La question qui se pose alors, c'est qu'est-ce qui produit cette élimination pénale massive de ces jeunes gens de l'espace public, quoi. Et là, vous avez la nécessité de penser les actions discrétionnaires de la police. C'est-à-dire comment est-ce que la police sélectionne parmi l'ensemble des illégalismes qui sont produits sur un territoire, un certain type d'illégalisme qui lui permet d'éliminer systématiquement un certain nombre de groupes et de les amener devant le procureur et devant le juge. Vous avez un très beau livre là-dessus que je vous invite vraiment tous à lire qui s'appelle On the Run de Alice Goffman. Alice Goffman, c'est la fille d'Irving Goffman, pour ceux qui ont fait des études de sociaux, ils connaissent. Elle a fait une ethnographie dans la banlieue noire de Philadelphie, dans laquelle elle s'est installée et elle y est restée plusieurs années. C'est un livre absolument bouleversant, On the Run. C'est sur ce qu'elle appelle les fugitive communities. Ça existe qu'en anglais, mais où elle dit un truc très très beau, elle dit les jeunes garçons noirs se définissent par la fuite, par le fait d'être en fuite des institutions officielles qui sont perçues comme des institutions qui les persécutent. Et en fait, être un jeune noir, c'est fuir. C'est fuir l'État, fuir la police, fuir l'hôpital, fuir tout ce qui est officiel. Et que vous avez donc une communauté en fuite, en fait. Et qu'en un sens, quand on se pose la question pourquoi est-ce que les jeunes garçons fuient quand la police arrive, il faudrait plutôt se dire l'inverse, c'est-à-dire qu'ils fuient et la police arrive pour les resoumettre à l'État. En fait, c'est pas contrôle puis fuite, c'est fuite puis contrôle, pour arrêter la fuite. Et elle dit qu'elle est dans la milieu de la bourgeoisie universitaire, hein, comme tous les fils d'universitaires. Elle dit, bon, moi j'avais des copains dans les soirées, ils se tapaient, ils se droguaient, il y avait des agressions sexuelles, comme dans les milieux étudiants classiques. Et parfois ça dégénérait, on appelait la police. Voilà. La police arrivait, puis elle séparait les gens qui se battaient, ou elle disait voulez-vous rentrer chez vous, fermer le son, etc., vous aimez vos joints, peut-être qu'elle vous saisissait un peu, puis tout le monde rentrait chez soi. Elle dit j'arrive dans les milieux noirs. En fait, les adolescents, ils font tous les mêmes délits. Ils font de la drogue, ils font de l'agression, ils font des bastons entre mecs, voilà, c'est toujours la même chose. Et elle dit mais là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au moindre truc, la police amène les jeunes noirs au procureur. C'est-à-dire que la moindre baston, au moindre joint fumé, à la moindre agression, la fille qui se met, etc., boum, vous basculez dans l'appareil répressif d'État et vous êtes amené au procureur. Vous avez commis un délit, hein, bien sûr, donc vous êtes sanctionné par le juge de façon totalement ordinaire. Tout est légal, hein, rien n'est extra-légal. Hein. Et vous basculez en prison, donc vous êtes déscolarisé. Donc aux États-Unis, la prison, souvent, ça vous prive de plein de choses, des aides sociales, du retour d'un travail. Enfin, on pourra en reparler si vous voulez. Et par conséquent, elle dit, je me suis rendu compte de quelque chose de fou, c'est que vous avez deux jeunesses qui ont les mêmes vies, qui produisent le même type d'illégalisme, et à cause des actions discrétionnaires qui sont soumises à un même système légal, un même type de loi, et bien, à cause des actions discrétionnaires de la police, vous avez une jeunesse qui va continuer sa vie dans le système universitaire, qui va devenir juge à la Cour suprême, prof, président des États-Unis, etc. Et puis vous avez une jeunesse noire qui, elle, va passer sa vie en prison, puis probation, puis petit délit, puis reprobation, etc. Et qui, elle, va évoluer dans le système carcéral. Et cette distribution de deux jeunesses entre l'une qui bascule dans le système pénal et l'une qui qui reste dans le système universitaire, c'est les actions discrétionnaires de la police qui produit ce tri, en fait, entre deux vies, quoi. Et donc il y a une élimination systématique des jeunes garçons noirs par l'intermédiaire de l'action discrétionnaire de la police. Vous savez qu'aux États-Unis, mais c'est la même chose en France, hein, en termes de consommation et de trafic de drogue, là, on considère que c'est à peu près égal chez les Noirs, les Arabes et les Blancs. Aux États-Unis, les Noirs sont pénalisés pour la drogue entre 20 et 50 fois plus que les Blancs. C'est-à-dire que la guerre à la drogue a été une guerre aux Noirs, a été une guerre instrumentalisée pour incarcérer les Noirs, pour maintenir un système d'incarcération massive des Noirs. Ce que Michel Alexander dit que c'était une reproduction de la ségrégation raciale déniée comme telle, mais on pourra le parler. En tout cas, quand vous comprenez ça, vous comprenez que la police, en fait, elle exerce un effet extrêmement important sur la question de la sélection sociale, sur la question des vies vécues, même si la loi est identique et même si les délits commis sont identiques.
Ce qui veut dire que, par exemple, vous ne pouvez pas faire une sociologie de l'école si vous ne faites pas une sociologie de la police. Parce que ça veut dire que la population sur laquelle s'applique la sélection scolaire, elle est déjà à la base présélectionnée par la police, qui va décider qui va rester dans le système scolaire et qui va sortir du système scolaire. Ce qui est très important quand je dis ça, c'est que, et je l'ai rappelé, pour l'instant, rien de ce que j'ai dit ne renvoie à des actions illégales de la police. Rien de ce que j'ai dit n'est illégal. C'est-à-dire que tout ce que j'incrimine là, et qui est vrai, et qui est renseigné, et qui est incontestable, c'est quelque chose qui a un rapport avec la vérité de ce qu'on appelle l'état de droit ou de la démocratie. C'est pas quelque chose qui est en excès par rapport à l'état de droit et à la démocratie, c'est quelque chose qui est inscrit dans les logiques de l'état de droit et de la démocratie. Si la police a un tel pouvoir sur les vies, ça veut dire, alors j'en reviens à un deuxième aspect avant de conclure, qui est qu'on peut se demander si dans nos sociétés qu'on appelle d'état de droit, la police n'a pas remplacé le souverain dans les régimes, d'anciens régimes. Et ça, c'est une idée qui est compliquée à comprendre, enfin, je ne sais pas si c'est comment, mais compliquée à expliquer, qui est que, comme vous le savez, quand on pense la question de l'ancien régime, du roi, vous avez peut-être lu les textes de Foucault sur la question de la lettre de cachet, on dit que l'une des définitions d'État autoritaire, c'est que le souverain, le roi, avait la possibilité d'incarcérer arbitrairement les gens par le système qu'il appelle de la lettre de cachet. C'est-à-dire, en gros, le roi disait, bah, vous, en prison, à la Bastille, etc. Voilà, et qu'il y avait une forme d'arbitraire sur les vies qui pesait par le souverain qui avait la capacité d'incarcérer les gens avec sa propre volonté. Dans la construction juridique normale, habituelle, on dit que l'état de droit il a aboli l'arbitraire du souverain par la construction d'un régime juridique impersonnel, transparent, universel, dans lequel vous commettez un délit et la loi vous est appliquée et vous allez en prison de manière, j'allais dire, non arbitraire, de manière rationnelle et décidée. Or, en fait, si jamais on réfléchit à nos vies de manière un petit peu différente, moi, mon hypothèse, c'est que quand on est honnête par rapport à une société, on sait que tout le monde produit des illégalismes en permanence. On sait que vous, que moi, on est tous des délinquants. Et que la délinquance n'est pas un sujet très intéressant parce que tous les jours, nous produisons des actes illégaux, petits, grands, etc., dans les grandes entreprises, dans les ministères, en classe. Ça peut être pirater des films, ça peut être la drogue, ça peut être déclarer pas trop ses impôts, ça peut être plein de choses. En tout cas, on peut dire que 90% des vies se déroulent dans des zones d'illégalité et que personne n'échappe à la production d'illégalisme. On peut même dire que dans une société, à un moment donné, il y a 60 millions de personnes en France, il y a une infinité d'illégalismes produits chaque jour. Tout le monde est dans l'illégalité, les grandes entreprises, les ministères, les cadres, les bourgeois, les pharmaciens, tout le monde, les médecins, tout le monde fait des illégalités. Et si jamais vous vous dites, vous avez la loi qui interdit des choses. Vous avez tout le monde qui est illégal et qui est délinquant. Alors en fait, le système de la loi qu'on appelle l'état de droit, c'est un système qui donne à la police le droit de choisir arbitrairement à qui elle va s'en prendre en sélectionnant le type de délit qu'elle veut pour pouvoir s'en prendre à quelqu'un. Si la police veut s'en prendre à quelqu'un, elle peut toujours inventer un délit pour se le faire, pour le cibler, pour l'abattre. On l'a vu avec les perquisitions de Mélenchon. C'est très facile de cibler quelqu'un et d'essayer de se le faire. Et par conséquent, en fait, l'existence d'un système de la loi et le fait que chaque vie se déroule dans des zones d'illégalité fait qu'en fait la police et le procureur occupent dans nos sociétés la place du souverain, c'est-à-dire celui qui a un pouvoir arbitraire sur les vies et la possibilité de l'abattre pour le mettre en prison de manière discrétionnaire. Imaginez, moi je disais, imaginez si jamais vous avez des contrôles dans les banques aussi intenses que dans les quartiers. Si vous mettez autant de commissariats à Neuilly, à la Défense, que vous en mettez à Sevran ou à Beaumont, etc., effectivement, vous allez constater des illégalismes très différents, c'est des gens très très différents que vous allez envoyer en prison. Et donc ça veut dire qu'avec le même ordre juridique, vous auriez la production de gens très très différents qui iraient en prison, parce que la décision de cibler un certain type de population serait différente, et cette décision, elle est purement arbitraire, elle est fondée sur des opérations personnelles et pas sur des applications de loi. Ce que je veux dire par là, c'est que la loi, elle n'est pas appliquée aux gens. La loi, c'est un instrument dont se sert la police pour éliminer un certain nombre de groupes, pour cibler un certain nombre soit d'individus, soit de groupes d'individus, comme on le voit avec les garçons noirs arabes, et pour les faire basculer dans le système carcéral. Et de ce point de vue-là, c'est pas du tout certain que les États de droit aient aboli la logique arbitraire de la souveraineté de l'Ancien Régime, mais elle a transféré l'arbitraire du souverain au couple police-parquet. Comme vous le savez, le parquet en France, le procureur, il a un monopole
sur la discrétion sur les poursuites, c'est-à-dire qu'il peut choisir de ne pas poursuivre, il peut choisir de ne pas ouvrir d'enquête, il peut choisir de cibler quelqu'un ou de ne pas cibler quelqu'un. Donc il a un pouvoir arbitraire d'orienter l'action pénale. Et cette orientation de l'action pénale, ça veut dire que la loi lui donne le pouvoir pour abattre les gens qu'il décide de manière arbitraire. C'est pour ça donc, que la police devient centrale à ce moment-là. Ça veut dire que en fait, la police, elle nous concerne tous parce que nous sommes tous arrêtables à tout instant par la police. Tous. Nous avons tous fait des choses, ne serait-ce que sur Internet, limite, ne serait-ce que télécharger des films, je pense. Je pense que oui. Voilà. Donc c'est du vol. Voilà, donc nous sommes tous des voleurs. Voilà, quoi. Nous sommes tous arrêtables. Et nous devons tous avoir très peur de la police. Parce que ça peut arriver comme ça, un jour, perquisition, pétage de porte, 48 heures de garde à vue, ça peut arriver à n'importe qui. Et de cette manière, la menace de la police est une menace qui est au-dessus de nos têtes pour tout le monde. La question de la loi dans son rapport à la police. J'ai dit une dernière mot là-dessus. Très souvent, quand on veut critiquer la police, on va dire qu'elle fait des choses illégales. On va dire mais c'est pas légal, elle n'avait pas le droit de taper, elle n'avait pas le droit de tuer à la main, elle n'avait pas le droit de déborder les gilets jaunes, etc. Et on mobilise la catégorie la concept de légalité pour critiquer la police et penser que ce qui est problématique dans la police, c'est quand elle agit de manière illégale. Bon, alors déjà, moi je le dis, je pense qu'il ne faut jamais juger la justice d'une action par sa légalité. Hein, une action est juste ou pas juste, et qu'elle soit légale ou pas, n'a aucun intérêt d'un point de vue théorique. Mais plus que ça, en fait, c'est très très compliqué de juger la police par la question de sa légalité, puisque l'une des définitions de la police dans nos sociétés occidentales, disons, c'est sa capacité à créer la loi, à être source de droit et productrice de loi. Vous avez un très très beau texte de Walter Benjamin, pour ceux qui n'ont pas lu, qui est un texte connu pour être difficile, qui s'appelle Critique de la violence, qui est un texte sur, sur la question de la violence. Voilà. Où Benjamin dit vous avez deux types de violence politique. Vous avez la violence créatrice de droit, et notamment la Révolution est un moment où on crée du droit de manière violente, on crée un ordre constituant de manière dans l'affrontement, quoi. Et puis, une fois que vous avez une révolution, vous avez des gens qui veulent conserver un ordre juridique donné, et c'est ce que Benjamin appelle une violence conservatrice de droit. Donc, par rapport au droit, vous avez deux types de violence possibles, la violence qui le crée, qui l'instaure, la violence fondatrice, et puis la violence conservatrice. Et Benjamin dit un truc très très étonnant, il dit il y a deux instances qui, dans le monde social, brouillent cette distinction. C'est-à-dire où vous pouvez conserver le droit et être en train de le redéfinir. Et il dit, ce qui est très important, il dit la première chose qui fait ça, c'est la grève générale. Alors c'est intéressant avant le 5 décembre, puisque Benjamin dit la grève générale, c'est un moment étrange parce que c'est un moment où vous appliquez un droit existant, tout ce qui est plus constitutionnel, tout ce qui est plus légal, mais si vous vous mettez en grève générale, vous êtes en train de pousser un processus de conservation du droit, d'application d'un droit, qui est en train de défaire le droit pour en créer un autre, et donc qui est un processus de fondation de droit dans le moment même où vous appliquez un droit. Et que donc c'est un moment très très... C'est pour ça que les pouvoirs détestent ça, parce qu'ils savent que c'est un droit qui contient en lui-même la possibilité de subvertir le droit, et que la grève générale est de ce point de vue-là un moment clé dans une société où on brouille la frontière conservation et fondation de droit. Et il dit, mais d'un point de vue négatif, parce qu'il était donc un grand théoricien de gauche, l'autre instance qui a... Donc c'est un peu l'équivalent négatif de la grève générale, c'est la police. Et c'est intéressant parce que c'est contre-intuitif quand même de dire qu'il y a un rapport entre la grève générale et la police. Il dit l'autre instance qui, elle, est capable de créer du droit dans le moment même où elle dit qu'elle l'applique, c'est la police. Et que la police est cette instance qui est en permanence capable de redéfinir ses propres règlements et donc de se donner à elle-même sa propre légalité, ce que Benjamin a dit que c'est une chose ignoble. Il dit que le caractère ignoble de la police vient du fait qu'elle brouille en permanence la question de l'application du droit et la question de la création du droit. Il dit que la police, c'est une instance dont les règlements censés encadrer son activité sont volontairement flous. Par exemple, répondre de façon proportionnelle à la menace, quelqu'un qui est susceptible d'avoir commis un délit, quelque chose qui se produit aux abords d'une manifestation, ça ne veut rien dire. En fait, c'est des instruments par lesquels la police peut toujours, en pratique, redéfinir la signification de ces termes pour étendre le pouvoir qu'elle se donne sur les gens, pour définir par elle-même dans la pratique ce que ça voulait dire à ce moment-là, et par conséquent pour réinterpréter les règlements qui sont censés encadrer son activité. De ce point de vue-là, dit Benjamin, la police est la seule instance dans le monde social qui est capable de se donner à elle-même sa propre loi, qui est capable
de fonder à elle-même sa propre légalité. Et lui dit que c'est la définition de l'État politique ou de l'État autoritaire. C'est un État qui n'a pas de dehors. C'est un pouvoir qui n'a pas de dehors. Donc c'est un pouvoir qui est, comment dire, incontrôlable. Un peu comme il y a les ingouvernables et puis il y a les incontrôlables. Et la police, c'est les incontrôlables. Le fait que quand la police mutile, quand la police tue, les juges disent non-lieu, ou disent c'était légitime, ça veut dire que les juges ratifient la production policière de la loi, ratifient que la police avait le droit de le faire, et donc en fait que de fait dans nos sociétés, la police est l'une des instances qui est créatrice de droit. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de critiquer la police du point de vue de son illégalité, parce qu'en fait, ce qui est problématique dans la police, c'est précisément son côté légal. C'est-à-dire c'est ce moment où elle fait la loi. C'est ce moment où elle est conforme à son concept de création de loi, qu'elle crée ce qu'on appelle de la violence, en fait, et que ce qu'il faut critiquer dans la police, c'est son côté légal et pas extra-légal, parce que c'est à ce moment-là qu'on a une forme de pratique objective d'une forme de fascisme, en fait, c'est-à-dire d'un pouvoir autonome dans la production de sa propre légalité. Mais non, c'est important, c'est important. Voilà, bonjour à toi.